Messieurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, si vous voulez que je me reprenne ainsi, nous avons un invité assez particulier. Il s'agit de l'ambassadeur de Grande-Bretagne, du Royaume-Uni, comme il faudrait dire, je crois, monsieur Neil Wigan. Exact. Bonjour Claude. Oui, bonjour. Vous venez quand même à un moment où il y a une controverse au sein de l'opinion. On parle de la Grande-Bretagne, on fait un rapport avec la situation qui prévaut dans la partie est du pays. Il y a ceux qui comprennent et d'autres qui ne comprennent pas. On va essayer d'en parler avec vous au cours de ce programme, mais je voudrais quand même commencer par vous prendre sur une question d'actualité. C'est la situation qui prévaut en Libye où il y a eu l'assassinat de l'ambassadeur américain en poste. Non, c'est une situation énormément inquiétante, mais aussi pour moi, c'est très choquant parce que l'ambassadeur des États-Unis, Chris Stevens, c'était un ami personnel. Je l'ai connu très bien à Jérusalem et j'ai dîné avec lui il y a quelques ans à Tripoli, à Libye. Donc pour moi, personnellement, c'est très triste. Il était un diplomate extraordinaire, avec vraiment un amour du pays, un amour pour le Moyen-Orient qui était très frappant. Et vous-même, vous prenez les choses de quel côté entre ceux qui estiment qu'il s'agit juste d'un mouvement d'humeur, d'islamistes comme on dit, et ceux qui estiment que c'est un attentat qui a vraiment été ciblé? C'est très difficile de savoir maintenant. Les autorités de Libye et des États-Unis travaillent ensemble pour maîtriser ce qui s'est passé. Mais ça, en général, ça a souligné la complexité du monde et surtout du Moyen-Orient à ce moment. Parce que les États-Unis et Chris personnellement étaient là pour aider la population de Libye. Il était là pendant la révolution à Benghazi lui-même pour aider la révolution contre Kadhafi. Donc c'est énormément triste que quelqu'un qui est venu avec telle de bonne volonté, qui était vraiment aimé par la population, et on a vu énormément de soutien pour lui personnellement, est mort dans ce pays. Est-ce que ce qui arrive peut être une façon de conduire à dire que ça met un peu à mal ce qu'on attendait du printemps arabe ou de la révolution qu'il y a eu dans ce pays? Je pense que nous avons toujours connu très bien que la révolution était très complexe, les acteurs étaient très variés. Il y avait des démocrates, des libéraux, mais aussi des fondamentalistes. Et l'État de Libye a été sous une dictature pendant 30 ans. Donc les changements ne seront pas juste dans un jour. Et c'est une situation complexe qui va continuer. Mais j'imagine que les États-Unis et bien sûr la Grande-Bretagne vont continuer à faire un effort pour aider la Libye et l'ensemble du Moyen-Orient de sortir de cette moment qui est en même temps un moment de crise et un moment d'opportunité. Quand vous dites qu'il s'agit d'une situation complexe qui pourra continuer, est-ce que ça peut conduire à une sorte d'échec de la démocratie qui était attendue dans ce pays? Bon, on peut dire que le Premier ministre de Libye, qui était nouveau élu, et juste élu il y a quelques jours, il a déjà pris charge de cette situation. Et donc, c'est aussi une opportunité pour une nouvelle démocratie de montrer qu'ils peuvent gérer même une situation si grave que telle qu'ils ont maintenant. Mais par rapport à ce qui avait été fait par les pays membres de l'OTAN pour la chute de l'ancien président Kadhafi, ce qui arrive, c'est quand même un échec qui naît du chaos qui a été créé dans ce pays quand même. Nous avons toujours été clairs que notre intervention, c'était pour soutenir une révolution qui était vraiment d'origine de Libye. Donc les origines, comme vous savez, c'est venu de la rue, même de la ville de Benghazi lui-même. C'était pas géré par les pays occidentaux. Donc nous avons toujours été clairs que c'est la population de Libye qui vont choisir pour eux-mêmes comment procéder avec la révolution et maintenant comment développer la démocratie. Et ça va prendre un peu de temps, mais nous sommes là pour les assister. Mais nous n'avons jamais eu une plan, une idée de comment ça va se dérouler. Nous avons été toujours là pour soutenir ce qu'ils vont faire. Mais pour quelqu'un comme vous, qui avez quand même eu à travailler dans le passé dans les pays du Moyen-Orient, est-ce que vous êtes très loin de ceux qui estiment que
toute cette crise qui prévaut dans la partie du Moyen-Orient est née des tentatives des Occidentaux à remodeler cette partie du monde autrement pour créer un nouveau Moyen-Orient? Je pense que le potentiel est là. On a vu des pays comme la Tunisie. Qu'est-ce que ça voudrait dire, donc un nouveau Moyen-Orient? Je pense que dans le passé, on a vu un Moyen-Orient qui a été dominé par des gérants qui très souvent ont été là depuis très longtemps. Donc 30 ans pour Gaddafi à Libye, plus que 20 ans pour Salah à Yémen, Moubarak presque 30 ans. Et on a vu un manque de démocratie et avec ça une frustration populaire dans la rue parce qu'ils n'ont pas l'opportunité d'exprimer leur voix et les économies n'étaient pas bien développées. Et donc on a vu cette explosion que maintenant on appelle le printemps arabe. Mais on a maintenant l'opportunité de créer une démocratie où les gens, et surtout les jeunes, peuvent s'exprimer de point de vue dans la presse, dans le monde politique, dans le monde économique. Et donc le potentiel, c'est énorme. Et dans le long terme, ça va emporter plus de stabilité au Moyen-Orient. Mais le court terme, parce que c'est des pays où les institutions sont souvent très fragiles, la démocratie est nouveau, il y a parfois une menace terroriste, comme on a vu malheureusement à Libye. Donc tous ces facteurs vont prendre un peu de temps, mais c'est important que le monde externe continue à investir dans ces pays, continue à les aider de choisir une route qui les convient. Situation très conflictuelle donc en Libye, situation très conflictuelle du côté de la Syrie et même en Afghanistan où il y a également des troupes de l'OTAN là-bas, mais cela est quand même assez différent de ce qui prévaut dans la région des Grands Lacs, monsieur l'ambassadeur. Très différent dans la mesure où, ici, il s'agit d'une situation dans laquelle on n'arrive pas à en sortir. Est-ce que vous en avez une idée assez précise pour comprendre et arriver même à un diagnostic à poser par rapport à la situation qui prévaut dans la sous-région des Grands Lacs et plus précisément dans les rapports qu'il y a entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, monsieur l'ambassadeur? Non, la situation actuelle dans l'Est du pays, c'est énormément inquiétant. J'étais à Goma, à Bukavu, il y a 2 semaines. J'ai vu sur place comment la situation est grave. Premièrement, le mutinerie de M23 pose une menace à la population civile et aussi aux souverainetés de l'État congolais. Et on a vu le rapport de Human Rights Watch il y a quelques journées qui a souligné les abus des droits de l'homme, donc les exécutions, des viols, des pillages. Deuxièmement, avec cette mutinerie, ça a donné une opportunité aux autres groupes armés, y compris le FDLR, le Raramutumboki, d'agresser la population civile. Et on a vu des massacres, des viols, des pillages qui sont très inquiétants. Et moi-même, il y a un mois, j'étais près de Massissi, on a vu les conséquences avec des villages brûlés, les populations déplacées dans des camps de réfugiés. Et troisièmement, on doit dire que depuis 2010, on a vu pas mal de progrès dans l'Est du pays. On a vu le rétablissement de l'autorité de l'État, on a vu une amélioration pour la situation sécuritaire de la population, on a vu la réduction des groupes armés. Donc cette mutinerie, la situation actuelle, peut mettre en cause tout le progrès qu'on a vu. Et vous avez parlé de relations entre la RDC et le Rwanda, et on avait imaginé que depuis l'accord de Goma, qu'il y avait pas mal de progrès avec des relations diplomatiques entre les deux pays, coopération sécuritaire, coopération économique. Et moi-même, j'ai passé la frontière entre Goma et Gisenyi et qu'on peut voir très clairement que la population, ils veulent profiter des voisins plutôt que voir les voisins comme menace. Et donc la situation maintenant, les tensions entre les deux pays, encore ça peut créer des risques pour l'avenir. Et comment par exemple, dans le rapport de Human Rights Watch, qui sort au mois de mai dernier, ils font par exemple remarquer que le Rwanda est partie prenante dans la situation de crise qui prévaut dans la partie est du pays.
Comment vous appréciez ce rapport? Non, nous avons ce rapport, mais pour nous, le plus important, c'est le rapport des groupes des experts des Nations Unies. Oui, celui-là, il intervient après et il soutient dans les grandes lignes ce que dit Human Rights Watch et il arrive à établir que le Rwanda est partie prenante dans la situation de crise qui a donc à l'Est. Non, nous trouvons ces rapports très, très inquiétants. Nous sommes absolument clairs que cet appui ne peut que déstabiliser l'ensemble de la région. Donc, c'est une menace surtout pour la RDC, mais aussi pour la région. Et donc, nous avons été très clairs avec le Rwanda à très haut niveau, y compris avec le président Kagame, depuis le début de cette crise, que tout appui externe à M23, c'est inacceptable et que le Rwanda doit cesser toute forme d'appui. Mais dites-moi un peu, monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous vous attendiez à ce que le Rwanda reconnaisse qui participe à ce qu'il y a dans la partie est du Congo? Ils ont continué à nier tout appui à M23. Mais nous leur avons dit que nous trouvons l'évidence, les rapports sont crédibles et très inquiétants. Donc nous continuons à insister qu'ils arrêtent toute forme d'appui. Et puis il arrive quand même que dans la suite, il y a toutes ces décisions des pays occidentaux, dont le vôtre, les États-Unis d'Amérique, les Pays-Bas et bien d'autres pays comme l'Allemagne par exemple, qui décident d'interrompre l'aide qu'ils apportaient ou une partie de l'aide qu'ils apportaient à ce pays. Tout à fait. Et vous, ce qui vous motive à aller vers cette décision, c'est quoi? Quand vous dites, bon, nous suspendons aussi notre aide. Premièrement, je veux être très, très clair que notre position politique n'a pas du tout changé. Nous, comme j'ai dit au début, nous restons très inquiets par la situation à l'est du pays. Nous sommes très inquiets par les rapports de l'ingérence de Rwanda et nous avons insisté avec le Rwanda et nous allons continuer à insister à Rwanda que c'est inacceptable de continuer cet appui. Donc notre position politique reste nette et claire. Pour la décision que nous avons prise de dégeler un parti, et je répète, un parti de notre appui budgétaire, nous avons conclu avec beaucoup de délibérations internes que nous avons envoyé un message politique très très clair. C'est-à-dire, quand vous dites un message politique très très clair, qu'est-ce que vous mettez dans le contenu, un message politique très très clair? Nous avons dit très clairement à Rwanda que notre appui budgétaire est basé sur, nous l'appelons, des principes de partenariat, c'est-à-dire 4 principes, y compris le respect pour les droits de l'homme et le respect pour des obligations internationales. Et nous avons dit que un appui à M23, y compris transfert des armes à travers la frontière en RDC, qui est interdit par les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Lesquels ont par exemple établi qu'il y ait un embargo pour qu'il n'y ait pas de vente d'armes vers la République démocratique du Congo. Mais quand vous levez votre mesure et que vous estimez que le Rwanda fait quand même des efforts et c'est constructif, qu'est-ce que vous mettez dans constructif? Parce que là, il y a à boire et à manger et ça conduit et ça ouvre même la voie à une controverse. Bon, si je peux rentrer à un point que vous avez élevé, il n'y a pas un embargo contre la RDC. Le gouvernement de la RDC a le droit, comme tous les gouvernements souverains, d'acheter des armes. L'embargo, c'est exclusivement vers des groupes armés. Et cet embargo, cette sanction que nous avons peur a été cassée par Rwanda. Pour notre décision, et c'est toujours très difficile pour ces questions de gèlement d'aide, parce que nous voulons éviter que nous punissons la population pauvre qu'il y a à Rwanda en essayant d'envoyer un message politique à le gouvernement. Et nous avons conclu que nous avons envoyé un message politique très très clair. Nous allons, comme j'ai dit, nous allons maintenir cette pression politique vers le Rwanda. Nous allons continuer à insister sur ces points. Mais nous étions à un point où nous avons eu l'impression que le dommage sera plutôt pour la population rwandaise que pour la classe politique. Mais peut-être qu'on va revenir sur cela, mais pour que j'aie quand même la possibilité de rappeler que
l'Union européenne venait de rappeler que les ventes d'armes vers la République démocratique du Congo, en destination de la République démocratique du Congo, étaient encore sous embargo, puisqu'il y avait des armes qui transitaient jusque vers les groupes armés. Et peut-être qu'à ce niveau, il faut qu'on vous remette la parole, parce que, quand même, vous savez qu'il est établi, vous reprenez ce rapport de Human Rights Watch, qui établit quand même de manière très claire qu'il y a eu des mouvements, même de recrutement, il y a eu de recrutement de soldats, il y a eu de fourniture d'armes aux mouvements rebelles qui déstabilisent la partie est du Congo. Mais malgré ça, vous décidez de lever la mesure en estimant que ça pénalisait quelque peu les populations pauvres auxquelles cette aide donc était destinée. Exact. Donc, nous n'avons pas voulu pénaliser la population et avec l'appui que nous avons donné, ça va aider 70 000 d'enfants d'aller à l'école, ça va aider la production de 3 000 tonnes d'alimentation pour la population qui est mal nourrie. Donc, il y a un impact concret. Mais, oui, mais est-ce que vous voulez dire, monsieur l'ambassadeur, que ces populations souffrent plus au Rwanda que celles qui souffrent dans la partie est de la République démocratique du Congo, dans la province du Nord Kivu, par exemple? Je pense, je comprends le sentiment, mais c'est une assumption fausse. Je peux dire que notre soutien concret pour la population à l'est du pays reste énormément fort. Nous sommes le bailleur le plus important bilatéral pour l'appui humanitaire. Nous sommes sur le point de démarrer un nouveau programme de presque 200 millions de dollars d'appui humanitaire en RDC. Donc, nous ne distinguons pas entre la population pauvre de la RDC et la population pauvre de Rwanda. Et nous sommes très, très clairs que la population ici en RDC a beaucoup souffert et nous allons rester très, très engagés pour les soutenir. Je vous rassure très, très clairement de ça. Ce que vous dites là est très clair à comprendre, mais ce qui n'est pas très bien compris au sein de l'opinion, c'est que, à cause de cette levée de mesures, par exemple, je dis bien par exemple, vous y êtes perçu comme étant pro-Kigali et anti-Kinshasa. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, je comprends parfaitement le sentiment, mais je dirais qu'à notre avis, on peut être un pays allié de la RDC et de la Rwanda. Et comme j'ai dit aux personnalités congolais, nous voulons profiter de nos bonnes relations avec le Rwanda pour maintenir cette pression politique dont j'ai parlé. Donc, nous ne le voyons pas comme un choix entre deux pays alliés. Nous voulons être un pays allié de la RDC, nous voulons être un pays allié de la Rwanda et nous voulons utiliser nos bonnes relations avec les deux pour essayer de trouver une solution à cette crise. Mais vous savez, monsieur l'ambassadeur, que de ceux qui estiment et qui disent qu'il y a une autre façon de présenter ce que vous dites, ils repartent même de la situation qui a prévalu avant la guerre, la première guerre, celle de 96, pour dire qu'on parle souvent de pays anglo-saxons ici. Oui. Il y a une jonction entre la Grande-Bretagne et les États-Unis d'Amérique pour commencer à déstabiliser la République démocratique du Congo, parce qu'il y avait de nouveaux choix qui avaient été faits. Il fallait reconfigurer les choses autrement. Pas comme ce nouveau Moyen-Orient, mais reconfigurer les choses autrement en Afrique centrale. Qu'est-ce que vous vous dites? Bon, pour l'histoire, je dois dire que les circonstances actuelles sont très, très différentes. N'importe quoi ce qui s'est passé dans le passé, mais maintenant, ce n'est pas un concours entre le monde francophone et le monde Commonwealth ou anglo-saxon pour l'influence dans l'Afrique centrale. Ça n'existe pas. Nous travaillons, je dirais, énormément étroitement avec la France et la Belgique et aussi avec les États-Unis pour aider à résoudre ces problèmes. Et je pense que depuis le début de cette crise, on a vu une position commune très, très claire de l'ensemble de la communauté internationale pour dire que ce transfert d'armes, c'est inacceptable. Et donc, nous et les États-Unis étaient parmi les premiers pays de suspendre ou de geler une partie de notre programme d'aide. Donc, il n'y a pas cette différence entre le monde francophone et le monde anglophone. Et je vais être très clair sur ça. Nous ne privilégions pas du tout nos relations avec le Rwanda vers nos relations avec la RDC. Mais qu'il y ait cette sorte de récurrence, de conflits, de troubles entre la République démocratique du Congo
et les pays de la région, comment est-ce que vous pouvez dire que cette sorte de violence s'installe, une sorte de théorie. Qu'est-ce que vous dites entre ceux qui disent que voilà, on est installé dans une théorie du chaos et d'autres qui disent que voilà, ce mouvement de balkanisation de la République démocratique du Congo est vraiment lancé? Bon, tout d'abord, je veux être absolument clair que pour mon pays, nous n'avons pas aucun intérêt, de aucun point de vue, dans la balkanisation de la RDC. Ça, c'est contre tous nos intérêts. C'est contre nos intérêts comme une bon citoyen mondial, c'est contre nos intérêts comme un pays qui investe chaque jour, nos contribuables dépensent $1 million en la RDC. Et nous voulons que la RDC sera dans une position où cet appui n'est pas toujours nécessaire. Donc, c'est absolument contre nos intérêts de tolérer la balkanisation de la RDC ou l'instabilité dans l'Est du pays. Mais le cycle de conflit dont vous avez parlé, ça, c'est un phénomène très, très important. Et nous soutenons très, très clairement la volonté très claire du gouvernement congolais qui a dit qu'on doit sortir de ce cycle de violence, ce cycle de réintégration partielle des anciens groupes armés. Et donc, nous soutenons absolument la volonté du gouvernement congolais de mettre fin à cette instabilité à l'est du pays, de créer une armée républicaine contrôlée par les autorités congolaises et de rétablir l'autorité de l'État dans l'ensemble du pays. Est-ce que, par exemple, votre pays, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, c'est comme ça qu'il faut dire, le Royaume-Uni, est-ce qu'il peut demander clairement au Rwanda de quitter la partie qu'il occupe dans l'Est de la République démocratique du Congo? Oui, nous sommes absolument clairs. La RDC, c'est un pays souverain. Tous les pays voisins doivent respecter la souveraineté de la RDC. Ça, ce n'est pas négociable. On doit encourager des bonnes relations entre la RDC et le Rwanda. Ils sont des voisins, ils doivent vivre ensemble, mais ça doit être basé sur les principes de légitimité et de respect de souveraineté. Mais par rapport à la crise qui prévaut à ce moment-ci, est-ce que, bon, je crois que quand même votre connaissance de la situation dans la région peut vous amener à faire des propositions, peut-être pas aux Congolais, mais même à votre bureau à Londres, sur la manière dont on peut arriver à une solution. S'il fallait aller dans ce sens-là, qu'est-ce que vous pouvez suggérer? Bon, pour les solutions, on doit avoir une stratégie militaire et une stratégie politique. Et la stratégie militaire doit être de maintenir la pression contre le M23 et les autres groupes armés. Et en même temps, on doit avoir une stratégie politique pour les isoler, pour éviter toute forme d'appui politique, logistique, n'importe quoi à M23. Et avec ça, le gouvernement congolais peut régler la situation. Et cette stratégie militaire de pression, vous la voyez exercée par qui? Par cette force internationale neutre qui doit être mise sur pied ou par une autre entité? Premièrement, le rôle primordial, c'est pour le FARDC. Donc, c'est essentiel que le FARDC aura la capacité de protéger ses frontières pour protéger sa population civile. Donc, ça, c'est l'instrument le plus important. Deuxièmement, nous avons déjà la MONUSCO que nous soutient avec $100 millions chaque année comme membre permanent du Conseil de sécurité. Et MONUSCO a joué un rôle très important pendant ces crises pour protéger la population civile, protéger la ville de Goma et utiliser, par exemple, des véhicules blindés, des mitrailleuses, des hélicoptères de chasse. Et nous, comme la Grande-Bretagne, nous avons appuyé très, très clairement cette réponse robuste de la MONUSCO. Le troisième élément que vous avez cité, c'est la force neutre internationale proposée par la conférence sur les Grands Lacs. Nous pensons que ça, c'est une initiative très importante et c'est important parce que c'est une initiative régionale qui les pays régionaux se sont mis d'accord sur cet élément. Donc, nous ne sommes pas impliqués directement dans cette force, mais nous lui donnons un appui politique, bien sûr, mais aussi nous sommes très ouverts à un rôle constructif de la MONUSCO pour soutenir cette force. Et quand vous considérez que nous sommes partis des concertations à Addis Abeba et puis il y a eu Kampala
il y a eu même un Kampala 2, il y a même eu une rencontre au sein des pays de la SADC et que bientôt il va y avoir une autre concertation au niveau des Nations Unies à New York. Oui. Qu'est-ce que vous pensez qui pourra sortir de ces concertations de New York quand ici, par exemple, en République démocratique du Congo, on estime de plus en plus qu'on est en train de traîner les pieds et que cela n'aide vraiment pas à arriver à une solution qui soit la plus probante? Pour les réunions à New York qui a été convoquée par le secrétaire général des Nations Unies et où nous allons participer, je pense que les deux objectifs sont premièrement de montrer la détermination de l'ensemble de la communauté internationale et des pays régionaux et des organisations régionales comme le SADC que vous avez cité, de mettre fin à ces problèmes. Deuxièmement, nous devons aussi concrétiser le force proposé. Et ça dépend sur la volonté des pays régionaux de contribuer financièrement, la logistique et les soldats eux-mêmes. On a déjà eu des offres par des pays régionaux et maintenant on doit essayer de concrétiser cette force, qui n'est pas du tout facile. On doit dire que de trouver les 4000 soldats avec tout l'appui logistique, aérien, nécessaire, financier, c'est pas facile. Donc nous espérons que la réunion à New York va un peu accélérer ce processus. Je crois que je vous ai bien compris, mais je veux qu'il n'y ait pas de l'ombre de quelques doutes dans l'esprit. Est-ce que je dois comprendre que votre pays ne peut pas condamner de manière directe le Rwanda? Nous condamnons absolument clairement tout appui externe à M23, de n'importe quel groupe, n'importe quel pays. Nous sommes absolument clairs que ça doit insister et nous avons dit ça très très clairement, directement aux autorités rwandaises et nous allons continuer à dire ça très très clairement. Mais quand vous reveniez sur cette approche politique et que qu'il est repris peut-être par vous aussi ou par vos alliés et même par d'autres pays, qu'il faudrait qu'il y ait des échanges, des concertations entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Pour qu'on dise quoi au Rwanda? Puisque le Rwanda est déjà en République démocratique du Congo, par exemple, monsieur l'ambassadeur. Non, nous pensons qu'on doit avoir des contacts entre le Rwanda et la RDC. On a vu que ça c'est essentiel pour la stabilité de la sous-région, ça c'est clair. Mais je dois insister que ça c'est différent des négociations entre le M23 et le gouvernement congolais. Ça c'est quelque chose de différent. Mais est-ce que, d'après votre connaissance des choses, est-ce que le Rwanda peut avoir des conditions à poser? Rwanda a ses propres intérêts nationaux à défendre, et ça c'est tout à fait normal et légitime, mais ils ne peuvent pas défendre leurs intérêts avec un coût inacceptable pour la RDC. Donc il y a des problèmes partagés, par exemple le problème de la FDLR qui menace les deux pays. Donc les deux pays peuvent se mettre d'accord comment résoudre ça. Ils peuvent se mettre d'accord de comment on peut sécuriser les frontières entre les deux pays. Donc tous ces éléments peuvent être la base d'un accord, mais ça ne veut pas dire que nous encourageons la RDC de faire des compromis inacceptables. Quand vous dites le Rwanda peut avoir des problèmes d'intérêt national, je veux très bien comprendre, ça veut dire quoi, le problème d'intérêt national, puisque vous évoquez le cas des FDLR, au sujet desquels des arrangements peuvent être trouvés pour régler leurs problèmes. Mais c'est ce qu'il y a eu, je crois, dans ce qui a conduit à l'opération Umoja, depuis toutes ces concertations à Maniléo. Et depuis, il n'y a pas eu, et même depuis 1994, il n'y a pas d'attaque qui soit partie de la République démocratique du Congo vers le Rwanda. Mais comment comprenez-vous, monsieur l'ambassadeur, que ce soit toujours le Rwanda qui estime qu'il y a un problème au Congo, Pour l'FDLR, ça reste un problème inquiétant. C'est aussi une menace, on doit dire, pour la population civile congolaise. J'ai visité des villages qui ont souffert de ces menaces. Mais l'FDLR reste un groupe qui est composé de ceux qui étaient impliqués dans le génocide, donc qui sont des criminels de guerre, et qui continuent à dire que leur objectif, c'est de déplacer le gouvernement de Rwanda.
Donc je pense que pour Kigali, c'est vraiment une menace qui existe. Ils veulent mettre fin à ces problèmes. Est-ce que ça veut dire, dans ces tentatives de mettre fin à leurs problèmes, que c'est de venir occuper une partie de la République démocratique du Congo ou quoi? Non, parce que ça, ce n'est pas une solution légitime. Mais les deux pays peuvent se mettre d'accord pour comment on va faire ça. Dans le passé, comme vous avez dit, il y avait des opérations conjointes, mais peut-être ça, ce n'est pas nécessaire maintenant. MONUSCO, au début de cette année, était prêt à faire des opérations conjointes avec la FARDC. Donc, il y a des assurances, des agréments qui peuvent exister sans compromettre l'intégrité territoriale de la RDC. Dites-moi un peu, Monsieur l'ambassadeur, ici, vous, bon, je ne veux pas entrer dans toute votre façon de travailler, mais vous travaillez avec qui ici, à part le gouvernement? Vous travaillez avec qui? Bon, évidemment, je suis accrédité auprès du gouvernement congolais, donc je travaille surtout avec le gouvernement. Et surtout, à ce moment, avec un nouveau gouvernement, il y a une opportunité pour nous de définir un peu plus notre partenariat, parce que c'est un partenariat très important du point de vue surtout de développement. Mais aussi, je ne suis pas l'ambassadeur à Gombe, je suis un ambassadeur en RDC. Donc, j'essaie d'avoir des contacts à toutes les différentes classes étatiques, non étatiques ici en RDC, mais aussi de sortir de Gombe et de Kinshasa au maximum. Donc, comme j'ai dit, j'étais à Bukavu, Goma, il y a 2 semaines. La semaine prochaine, je serai à Provence-Orientale, à Dungu et Bunia, et la semaine après, à Provence-Équateur et à Kananga. Donc, j'essaie d'avoir le maximum de contacts pour assurer que j'ai le maximum de compréhension de ce qui se passe dans ce pays. Parce que c'est un pays vaste, complexe, très difficile pour les étrangers à comprendre. Et quand vous dites un maximum d'éléments pour comprendre, ça veut dire que ces éléments peuvent vous venir et du gouvernement et de ces organisations non étatiques, c'est-à-dire la société civile peut-être, et peut-être même avec les partis politiques qui sont ceux de l'opposition, par exemple. Oui, bien sûr, c'est une partie de mon travail d'avoir des bons contacts avec l'opposition et avec le gouvernement actuel. Ça, c'est une partie normale de mon travail. Je reste clair que je suis accrédité auprès du gouvernement, donc ça, c'est mon principal interlocuteur, mais c'est une partie très normale de mon travail d'avoir du bon contact avec l'ensemble du classe politique. Aujourd'hui, par exemple, dans les rapports que vous faites à Londres, à votre gouvernement, est-ce que vous pouvez dire que, bon, la situation telle qu'elle est maintenant peut faire croire qu'il y a plus de chances de ramener la paix en République démocratique du Congo? Comme j'ai dit, la situation actuelle, c'est très inquiétant, mais aussi, on a vu, comme j'ai dit, depuis 2010, mon arrivée en 2010, on a vu un progrès important dans tous les domaines du point de vue économique. Oui, ça vous l'aviez dit, mais quand vous dites très inquiétant, ça veut dire que ça peut s'empirer. Oui, ça peut s'empirer, et donc c'est important qu'on ne perde pas l'opportunité qu'on a gagnée avec beaucoup de difficultés pendant les années passées. Et c'est pour ça que la Grande-Bretagne, la communauté internationale, doit se focaliser pour adresser la situation à l'Est. Et aussi, nous ne devons pas négliger le reste du pays, parce qu'il y a des autres défis dans le reste du pays. Donc, nous sommes déterminés, nous avons un programme de coopération de 200 millions de dollars. Nous sommes déterminés de aussi focaliser sur le reste du pays. Est-ce que vous pouvez aussi dire, comme la Belgique, que le Rwanda est un véritable problème pour le Congo aujourd'hui? Bon, je suis diplomate, donc je ne dis pas ça. Je dis que la situation à l'est du pays, ça, c'est absolument un problème pour le Congo à ce moment. Et le Rwanda doit jouer un rôle constructif pour aider la RDC. Et nous sommes très clairs avec le Rwanda que ce n'est pas du tout dans leur intérêt d'avoir l'instabilité dans un pays voisin. Donc, ils doivent plutôt travailler avec le gouvernement congolais pour aider la stabilité. Et les Rwandais, qu'est-ce qu'ils vous disent de manière très claire? Au Rwanda, nous le disons... Bon, non, eux, qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce que moi, je dis? Eux, qu'est-ce que les Rwandais disent? Bon, tout d'abord, comme j'ai dit, ils continuent à nier tout appui à M23. Deuxièmement, ils nous disent que
L'instabilité dans l'Est du pays, c'est une menace pour eux et qu'ils doivent se protéger contre cette instabilité. Et comme j'ai dit, notre réponse est toujours qu'ils ont des intérêts légitimes à protéger, mais ils ne peuvent pas les protéger dans une manière qui n'est pas légitime et qui peut augmenter, qui peut accroître l'instabilité dans l'Est du pays, qui doivent travailler en partenariat avec le gouvernement congolais, qui doivent respecter la souveraineté de la RDC. Suivez la marche du monde. Prenez avec nous l'information. L'événement B1, entre guillemets, tous les dimanches à partir de 20h30. Dites-moi un peu, monsieur l'ambassadeur, pour faire partie du Commonwealth, qu'est-ce qu'il faut? Bon, ça c'est une question que j'ai discutée avec des autorités congolais et je suis très contente que ça les intéresse. Il y a des principes qui appliquent à tous les membres du Commonwealth, donc n'importe quel pays qui s'intéresse à ça peut postuler. Et il y a des autres pays, tels que le Rwanda par exemple, et aussi l'Algérie, qui sont de tradition francophone, qui aussi sont maintenant membres du Commonwealth. Donc pour moi, ça peut être pour l'avenir un moyen de renforcer les liens entre la RDC et le monde anglophone en général. C'est ce que le Rwanda a fait, c'est ce qu'ils ont pu obtenir. Mais est-ce que ça peut être une des raisons, par exemple, qui font que l'on ait remarqué dans la suite que, par exemple, M. Tony Blair, ancien Premier ministre, soit conseiller du président Kagame? On doit clarifier que M. Blair, c'est un ancien Premier ministre et il ne représente pas le gouvernement actuel de la Grande-Bretagne. Et dans notre système, c'est très clair que quand on saute du bureau de Number 10, on devient un citoyen privé. Donc, ces relations à Rwanda, ils ne représentent pas le gouvernement britannique. Aussi, comme j'ai dit avant, nous ne privilégions pas notre partenariat avec le Rwanda plus que notre partenariat avec la RDC. On doit dire que nous dépensons, de point de vue de développement, d'appui aux Nations Unies, nous dépensons beaucoup plus ici en RDC que nous dépensons à Rwanda. On peut donc croire que par rapport à ce que vous dites, que la Grande-Bretagne aujourd'hui est très loin de discours, par exemple, que tenait Madame Claire Chaude à l'époque, qui n'était pas très tendre avec la République démocratique du Congo. Bon, je ne peux pas parler pour une ministre qui est sortie depuis longtemps, mais j'espère que j'ai été très très clair, que nous voulons être un partenaire fiable de la RDC et de sa population. Nous investissons beaucoup pour aider la population de la RDC et nous voyons la RDC comme un pouvoir émergent et nous voulons vraiment développer nos relations avec ce pays et nous sommes déterminés sur ça. Je comprends les inquiétudes qui sont là maintenant, mais c'est normal entre tous les pays qu'il y a des moments difficiles des relations bilatérales. Mais pour le long terme, nous sommes déterminés d'accompagner la RDC. Mais dans cet effort d'amélioration des relations avec la République démocratique du Congo, ça peut aussi se comprendre à travers la participation et le jeu multinationales qui œuvrent dans la région et dont on dit qu'ils ont une responsabilité assez importante dans la crise qui prévaut dans la région des Grands Lacs. Oui, non, je comprends. C'est absolument vrai qu'il y a des individus et des sociétés qui profitent de ce qui se passe maintenant, ça c'est clair. Et quand il y a des rapports, y compris par les experts, que des citoyens britanniques ou des sociétés britanniques sont impliqués, le gouvernement britannique les a demandé de cesser toutes ces activités. Mais je dirais que pour les grandes sociétés, donc les vraies multinationales, pour eux, l'instabilité, c'est une menace énorme. J'étais avec une société britannique qui va investir 1,3 million de dollars dans la RDC, mais ils ont dû reculer à cause de l'instabilité. Donc pour les bonnes sociétés, les sociétés qui ont le soutien de mon gouvernement et de mon ambassade,
Pour eux, ils absolument préfèrent qu'on peut mettre fin à l'instabilité pour qu'ils puissent travailler en sécurité. Parce qu'on ne peut pas investir des centaines de millions dans une situation de manque de sécurité. Donc, c'est absolument pas le cas que nos intérêts commerciaux profitent de l'instabilité. C'est absolument l'envers. C'est bien, monsieur l'ambassadeur, mais ça me permet, moi, de revenir sur une autre question que vous avez déjà donc abordée ici, quand vous parliez des rapports que vous avez avec le gouvernement et avec les organisations non étatiques. Et plusieurs observateurs estiment que vous êtes plus avec les ONG, que l'argent de la Grande-Bretagne dont vous parlez, l'aide de la Grande-Bretagne dont vous parlez, est plus destiné aux organisations non gouvernementales qu'aux besoins que le gouvernement de la République démocratique du Congo exprime. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, c'est intéressant quand je suis avec les ONG, ils nous disent que nous sommes trop près, que nous sommes trop proches au gouvernement, et puis on entend l'accusation que nous sommes plutôt plus près aux ONG. Donc, il y a des accusations, mais sérieusement, je dirais que notre objectif, c'est de travailler de plus en plus étroitement avec le gouvernement congolais. Et même quand nous travaillons, quand nos programmes de développement sont à travers des agences onusiennes ou des ONG, mais l'objectif, c'est toujours de travailler étroitement avec le gouvernement congolais. Donc, par exemple, dans le domaine... c'est l'objectif, ça. Oui, mais par exemple, un exemple concret dans le domaine de la santé, où nous travaillons avec des partenaires internationaux, mais basés autour des zones de santé qui sont contrôlées par le gouvernement congolais. Et nous sommes sur le point de démarrer un nouveau programme pour donner un appui à entre 40 et 60 zones de santé. Donc nous travaillons absolument en partenariat avec le gouvernement congolais, même si le fournisseur, c'est une agence internationale. Est-ce que le fait de travailler avec les ONG vous sécurise plus que travailler avec le gouvernement parce qu'il s'agit de la part du contribuable britannique? Le principe que vous avez soulevé, c'est énormément important que tout l'argent que nous dépensons ici, c'est l'argent de nos contribuables, ce n'est pas l'argent de nous les fonctionnaires. Et nous sommes maintenant dans une époque d'austérité dans la Grande-Bretagne. Nous devons fermer des hôpitaux, nous devons fermer des écoles, nous devons réduire nos forces armées. Donc la crise financière que nous avons, c'est importante. Et avec ça, nous devons justifier chaque dollar que nous dépensons ici en RDC. Et c'est pour ça que les contrôles financiers que nous avons sont très, très importants. Donc, nous voulons travailler au maximum avec les systèmes congolais. Nous avons un nouveau programme pour travailler pour la gestion des finances publiques, mais nous devons être absolument convaincus, nous devons montrer à nos contribuables que nous pouvons montrer où chaque dollar, chaque livre, comment cet dollar a été dépensé. Je vais vous reprendre sur un autre chapitre pour connaître votre opinion ou l'avis de votre pays, puisqu'il y a également d'autres pays occidentaux et même d'autres pays du monde qui se sont exprimés par rapport à ça. Est-ce que vous avez une idée sur la manière dont devrait être organisée la suite des dernières élections qu'on a connues en République démocratique du Congo? Bon, nous étions très impliqués dans les élections. Nous avons contribué environ 50 millions comme partenaire bilatéral. Nous avons aussi contribué à travers l'Union européenne et à travers la MONUSCO. Donc, nous étions énormément impliqués dans les élections. Il y avait des problèmes. C'était les deuxièmes élections post-conflit dans la RDC. C'était aussi les élections qui étaient gérées par les Congolais. Donc, il y avait des erreurs qui ont été citées par des rapports internationaux, par exemple des observateurs européens et du Carter Center. Et donc, nous pensons que c'est très important que les problèmes qui ont été soulignés par ces rapports, qui seront adressés pour le reste de ce cycle et pour le prochain cycle. C'est-à-dire, nous voulons qu'on peut montrer très clairement qu'on a pris des leçons et qu'on va tenir des élections provinciales et locales en 2013 qui seront crédibles, transparentes et apaisées. Est-ce que vous êtes aussi de ceux qui
estiment qu'il faut une reconfiguration de la Commission électorale nationale indépendante. Ça, c'est une décision absolument congolaise et l'Assemblée nationale va examiner cette question pendant sa prochaine séance. Ce que nous disons, c'est que les recommandations des différents rapports doivent être suivies et on doit assurer que pour la population congolaise, plutôt que pour la communauté internationale, que les élections sont crédibilisées. Et vous avez le sentiment que la République démocratique du Congo, ou les responsables qui sont différents au niveau des différentes institutions, sont dans le bon et qu'il y a de quoi espérer? Oui, on a discuté ces questions souvent avec toutes les autorités congolaises et des autorités avec le CENI lui-même, où ils sont très clairs qu'il y avait des problèmes avec le gouvernement et aussi avec la législature. Et tout le monde a dit, oui, nous reconnaissons qu'il y avait des problèmes et que nous devons faire des améliorations. Donc, je pense qu'il y a consensus. Exactement comment on va le faire, ça reste à voir, mais je pense que tout le monde est clair qu'on doit adresser le problème. Quand vous dites consensus, c'est-à-dire entre le gouvernement, la société civile et l'opposition? Tout le monde dit qu'il y avait des problèmes. Comment on va résoudre les problèmes? Il y a des différents points de vue. Mais j'ai rencontré quelques chefs de l'opposition pour discuter ce sujet assez récemment. Et ils veulent travailler dans l'Assemblée nationale pour trouver un consensus. Donc, pour moi, ça, c'est une tâche essentielle du prochaine séance parlementaire de trouver un consensus pour l'ensemble du classe politique, l'ensemble de la classe politique dans les institutions, pour comment on peut sortir de cette crise post-électorale. Est-ce que, je vais vous poser la question encore autrement, mais de manière un peu plus directe, reconfiguration de la CENI, est-ce que ça veut dire avoir d'autres responsables au niveau de la CENI? Ça c'est plutôt une question pour les politiciens congolais, mais il y en a qui ont dit qu'on doit reconfigurer la CENI, mais comme j'ai dit, ça c'est une décision congolaise. Et pour moi, c'est important que les réponses aux rapports faits par la CENI sur les élections, les rapports faits par des autres organisations, qu'il y ait un consensus pour l'ensemble de la classe politique. Parce qu'avec tel consensus, ça va donner plus de confiance à la population que les prochaines élections seront crédibles. Et ça, c'est l'objectif, que la population doit avoir confiance dans le propre système électoral. Mais c'est une question, les élections, c'est une question essentielle, souveraine. Telle que la situation se présente à l'est du pays, on pourra y organiser des élections, d'après vous? Moi, j'espère que ça sera possible. Ça sera énormément difficile, surtout dans des régions où le M23 et les autres groupes armés ont essayé de créer une administration parallèle. Mais je dois dire que j'étais énormément impressionné avec le succès qu'on a eu, même dans les régions les plus enclavées, les plus isolées, où il y avait des graves problèmes de sécurité, mais quand même, presque toute la population a eu l'opportunité de se présenter et de voter. Et j'ai visité des centres de vote et j'ai vu très très clairement la volonté de la population de s'exprimer à travers les urnes. Et cet esprit de démocratie, on doit préserver. Et donc, même avec les difficultés, j'espère qu'on peut trouver un moyen d'assurer que tout le monde peut s'exprimer à travers les élections. La démocratie, on en parle souvent quand il s'agit de la République démocratique du Congo, mais par rapport au Rwanda, auquel le Congo est confronté, là-bas, ce n'est pas tellement une exigence de l'Occident, par exemple. Non, on doit dire qu'il y a un vrai esprit démocratique ici, il y a aussi une liberté d'expression. Donc, cet entretien que nous avons et ce que vous avez avec des membres de l'opposition, c'est très difficile d'imaginer que dans des autres pays régionaux, des pays voisins, qu'il y aura un débat, un dialogue qui est si ouvert qu'on a ici. Donc, même si le débat est souvent confrontationnel entre la classe politique, mais quand même, c'est un dialogue ouvert et c'est un dialogue que les médias a l'opportunité de rapporter en liberté. Donc, je pense que c'est important que la communauté internationale et les Congolais qui ne sous-estiment pas les réussites importantes et qu'ils essaient de les préserver.
Ça veut dire que, pour vous reprendre autrement, ça peut vouloir dire que, bon, on peut fermer les yeux pour ce qui est de la démocratie. Ce qui peut importer, pour prendre le cas d'un pays comme le Rwanda, c'est qu'il y a une croissance économique. Non, je dirais que l'histoire nous montre très clairement que, y compris dans le printemps arabe que nous avons discuté, j'ai vu que l'histoire nous montre très très clairement que si on ferme les yeux à la situation démocratique, à la liberté d'expression, la stabilité de court terme, c'est pas une vraie stabilité. On doit avoir une stabilité de long terme. Et ça doit être sur la base de démocratie, liberté d'expression et opportunités économiques pour l'ensemble de la population. Vous pouvez un jour conseiller à Kigali qu'il y ait un dialogue rwando-rwandais, par exemple. Est-ce que ça ne peut pas être envisagé? Non, mon homologue, moi je ne suis pas l'ambassadeur à Kigali, mais mon homologue qui est là-bas, peut le suggérer. Et il est très engagé autour de toutes ces questions de liberté d'expression, liberté de médias, liberté de l'opposition. Donc nous avons un dialogue très franc, très direct avec les autorités rwandaises pour insister que c'est essentiel. C'est un faux choix entre la démocratie et le développement économique. Et on doit avoir les deux ensemble. C'est-à-dire, on pourra arriver un jour, peut-être très bientôt, parce que ça peut être des possibilités pour arriver vite à une solution, que les Hutus et les Tutsis, comme on dit là-bas, qui se mettent tous autour d'une table, dans un dialogue national, on ne sait pas comment ils l'appelleront, pour échanger entre eux et laver leur linge ensemble. Bon, le Rwanda et les Rwandais doivent trouver leur propre route pour trouver une solution. C'est pas, nous ne pouvons pas dire voilà la situation, voilà la solution que vous devez suivre. Donc ils doivent choisir leur propre solution comme missionnaire d'essai. C'est pas pour la communauté internationale pour dire vous les Congolais, vous devez résoudre vos problèmes dans cette manière. Donc ça, c'est pas notre rôle, c'est plutôt d'appuyer. Votre appréciation de certains faits, de certains cas qui émergent comme ça de l'actualité, vous pouvez émettre un avis et essayer de voir comment certaines questions sont, bon, du moins dans une sorte de rapport que vous pouvez faire à votre bureau à Londres, par exemple. Le cas Roger Lumbala, est-ce que vous êtes de ceux qui soutiennent qu'il devra être extradé sur Kinshasa? Bon, nous n'avons pas une position formelle sur ce cas spécifique parce que je ne connais pas toutes les données. J'ai entendu des allégations et les autorités congolaises sont très très claires. Mais je ne suis pas énormément bien informé. En général, nous nous engageons où nous voyons des principes universels. Donc, la souveraineté des États, les résolutions du Conseil des Nations Unies, des autres grands principes internationaux. Et c'est à ce moment que nous exprimons clairement où nous jugeons qu'une ligne a été traversée. Mais vous qui avez eu, par exemple, à gérer dans votre pays le cas de Julian Assange, vous pouvez avoir une certaine idée pour ce qui peut être fait. Bon, avec le cas de Julian Assange, évidemment, nous, comme le gouvernement britannique, nous avons un point de vue très clair que, selon le droit britannique, il doit être extradité à la Suède. Et nous, les allégations qu'il peut être maltraité à la Suède, c'est difficile pour nous à comprendre parce que la Suède, c'est connu comme une pays où les droits de l'homme sont énormément respectés. Mais ça montre comment ces questions d'asile diplomatique sont très controversées avec beaucoup de différents points de vue. Vous n'avez sûrement pas un passé colonial ou historique avec la République démocratique du Congo. Mais quand vous dites au pays de Sa Majesté la Reine, comme on dit, ou à votre gouvernement, qu'est-ce que vous pouvez dire si on vous disait pourquoi il faut faire aussi avec la République démocratique du Congo aujourd'hui? Ce que nous voulons, c'est une partenariat plus étroite. Nous avons été présentes, nous avons eu une présence diplomatique ici dans le territoire, même depuis le début de la siècle passé. Donc nous avons toujours été présentes, mais les relations ne sont pas énormément étroites et nous voulons les développer parce que c'est une grand pays de point de vue territorial et de population
avec 9 voisins, donc c'est un pays qui a un impact stratégique dans l'ensemble de la région. Et pour ça, nous, comme une puissance importante, nous voulons un partenariat plus important. Donc, du point de vue de développement, vous êtes une de nos 3 partenaires les plus importants dans l'Afrique sous-saharienne avec notre programme de coopération. De point de vue politique, vous avez un impact sur la stabilité dans l'ensemble de la région. Il y a aussi un potentiel économique, commercial qui n'est pas exploité, qui est très intéressant à nos sociétés. Donc pour nous, l'objectif, c'est de développer et de renforcer un partenariat. Neil Wiegand, monsieur l'ambassadeur, mettons un peu vos charges de diplomate à côté. Est-ce que vous pouvez dire aux populations, vous avez quand même des amis, parlez un peu comme si vous parliez à vos amis, en vous dépouillant un peu de votre costume d'ambassadeur, pour qu'ils vous croient que la Grande-Bretagne n'est pas contre la République démocratique du Congo en ce moment-ci? Je le crois absolument et très, très sincèrement. Et je pense que tous mes amis congolais vont vous dire que j'ai un vrai amour pour ce pays. C'est un pays que j'ai visité pour la première fois au début de mon mandat et j'ai développé un vrai amour pour ce pays. J'ai voyagé partout et moi, personnellement, je suis absolument un ami de ce pays et je ferai tout ce que je peux faire pour assurer que mon pays aussi est un ami et vu comme un ami de ce pays. Votre pays, c'est très brièvement peut-être, avait aussi été à Berlin en 1885? Oui. Oui. Et il considère aussi, comme à Kigali, que les frontières avaient été mal tracées? Bon, je suis d'origine un historien, donc le congrès de Berlin m'intéresse, mais on doit dire que nous sommes maintenant dans une époque qui est absolument différente de cette époque. Donc, cette époque d'ingérence des grandes puissances, ça n'existe pas aujourd'hui. Mais pour les pays africains, le respect des frontières, c'est un principe fondamental de l'Union africaine et que nous respectons comme tous les autres pays. Et notre politique est basée sur la souveraineté de chaque État dans la sous-région. Monsieur l'ambassadeur, je vais vous poser quelques questions très, très simples pour lesquelles je voudrais que vous acceptiez de répondre par oui ou par non. Monsieur l'ambassadeur, la Grande-Bretagne n'a pas fait de revirement en levant la mesure de gel, par oui ou par non? Le revirement, ça veut dire quoi, pardon? C'est un retournement? Non. Non. La Grande-Bretagne est prête à soutenir la République démocratique du Congo pour assurer l'intégrité de son territoire? Oui, absolument. La Grande-Bretagne estime que Kigali doit rester dans les frontières de son pays? Oui, absolument. Très bien, monsieur l'ambassadeur. Je vous remercie d'avoir accepté d'être notre invité aujourd'hui. Peut-être qu'on pourra vous retrouver encore dans ce cadre de B1 Télévision. Peut-être que ça pourra être dans un autre cadre quand l'actualité l'obligera. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à vous également, je dis merci beaucoup. Nous reprendrons contact, nous reprendrons rendez-vous sûrement dans les semaines, dans les jours qui viennent. Je vous remercie.